Alors cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 108. Donc j'avais envoyé mes données vers une web API et cette web API me crée un ID. Donc là ce que je vais rajouter dans cette vidéo là, parce que c'est important, c'est de gérer les erreurs s'il y a un problème avec le serveur. Donc là on peut le voir, problème avec le serveur, j'ai une erreur 400. Donc je vais modifier le code et je vais rajouter donc la gestion des erreurs avec les connaissances que j'ai actuellement. Donc là, le site tel qu'il est, lorsque je fais confirmation de la commande, bon là, il n'y a pas d'erreur, il va falloir que je la crée. Donc là, je vais sur JavaScript, panier, je descends tout en bas. Voilà, là j'y suis. Ça, je le ferme, je zoome un peu. Voilà. Donc déjà, première chose que je vais faire, c'est désactiver ça. Donc je désactive tout ça, CTRL S. On voit que ça n'a pas planté. Donc là, j'ai fait confirmation de la commande. Voilà. Donc là, j'ai pas d'erreur. J'ai ça. Ok. Donc là, ce que je vais faire déjà, là je remonte ici, là je vais me créer une erreur. Je vais faire une faute là, je fais CTRL S, donc j'ai enlevé le P. Donc là obligatoirement ça peut plus marcher. Si je fais confirmation de la commande, eh bien on voit que là j'ai une petite erreur là, XHR post. Donc là on a l'erreur 400. Le code de statut de réponse HTTP 400 barre de requête indique que le serveur ne peut pas comprendre la requête en raison d'une syntaxe invalide. Donc là je clique là, ok, réponse, no route match, ok. Donc là, je vais revenir ici, je vais laisser l'erreur, et puis il y a un truc que je vais faire là, ce que je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo précédente, c'est que là, j'ai écrit une variable là, contenu dans lequel j'ai mis response.json, mais je m'en suis pas servi, parce que ça, après, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, je voulais faire un console log, donc là, je vais le faire, console log, là, je vais écrire contenu de la réponse, je vais me dire contenu de response, point virgule, et après, je vais faire un console log, là, je descends, tab, et dedans je vais mettre contenu. CTRL S. Là j'envoie la commande. Donc là contenu de la réponse no route match. Donc là je vais modifier ici. Là je vais remettre le P là pour voir le résultat que l'on a lorsque cela fonctionne correctement. J'envoie la commande. Donc là on voit que contenu de réponse, eh bien ça me renvoie donc l'ID que m'a créé le serveur avec bien sûr le formulaire value et toutes ces données. Et produit enregistré dans local storage avec toutes ces données, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le panier. Alors qu'avant, moi, dans la vidéo précédente, j'avais utilisé ça, là, ce code-là. Là, je le désactive pour mieux le voir. Et j'avais utilisé ça pour voir ce qu'il y a réellement sur le serveur. Donc là, je fais CTRL Z, parce que ça, c'est inutile. C'est inutile, parce que le Zen, la méthode Zen de la promesse, me récupère les données, quoi. D'ailleurs, je vais rajouter un petit commentaire, là. Là, j'ai la promesse, là, j'ai mon bloc try catch. Donc, dans le try, j'exécute les données que je dois exécuter. Et si les données exécutées, il y a un souci dans le try, ça me renvoie une erreur dans le catch. En gros, c'est ça le principe. Et là, je vais écrire un petit commentaire si la promesse n'est pas résolue. Si elle est rejetée, eh bien, il faut gérer l'erreur. Voilà, ça on va le voir juste après. Donc, pour voir le résultat du serveur dans la console, là, je vais rajouter un commentaire aussi qui peut être intéressant. On avait vu dans JavaScript 27, grâce à l'objet promesse, on ne bloque pas l'interpréteur JavaScript lors de l'exécution du programme. Lorsque l'on exécute du code asynchrone, celui-ci va immédiatement nous retourner une promesse qu'un résultat nous sera envoyé prochainement. Une promesse peut être resolve avec un résultat ou reject avec une erreur. Pour récupérer une promesse, on peut utiliser la méthode Zen. Dès que la promesse est résolue, et la méthode catch pour exécuter du code dès qu'une erreur est présente. Donc là, je mets mon code dans le try. Si le try ne peut pas s'exécuter, ça va me renvoyer l'erreur dans le catch. Donc là, je vais écrire quelque chose de plus clair. Je vais écrire un console log. Les parenthèses dedans, je vais marquer erreur qui vient du catch. Ça, c'est pour mieux le visualiser dans la console. Donc après, je garde bien mon console E. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, je peux faire une alerte. Là, j'ouvre les backtick, elle gère la touche 7, espace. Là, je vais écrire erreur qui vient du catch. Le dollar, les accolades. Et dedans, je vais marquer E. Le E qui est ici. Voilà. CTRL S. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Bah là, ça fait rien parce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, je vais créer une erreur. Et je vais forcer une erreur. Donc là, dans le try, je vais faire une grosse erreur. Là, j'ai enlevé le point JSON. Donc là, ça peut plus marcher, mon truc. Je vais avoir un bug. Comme les instructions ne peuvent pas s'exécuter dans le try, eh bien, il va le détecter et ça va m'envoyer ça dans le catch. Donc là, confirmation de la commande. Donc on voit que dans la console, erreur qui vient du catch. Donc ça, c'est le texte. Et en dessous, ça me met référence erreur, réponse JSON is not defined. Donc là, on a Anonymous, Promise Callback, Event Listener, OK. Et là, on a la petite fenêtre pop-up où il y a écrit erreur qui vient du catch, référence error. Et il me dit que l'erreur, c'est ça, c'est réponse JSON is not defined. Je clique sur OK. Si je clique là, ça fait quoi? Ça fait rien. Ce
qui est bizarre, c'est qu'avant ça faisait quelque chose. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais corriger l'erreur, je vais rajouter un point, CTRL S. Voilà. Je vais ici. Maintenant, je confirme la commande. Donc l'erreur n'est plus là. Super. Voilà. Donc ça, c'est si vraiment il y a une grosse erreur dans le try et que le try ne peut pas s'exécuter donc au niveau de ces instructions. Donc le souci, c'est que bon, le try peut bien s'exécuter, mais il peut y avoir un problème au niveau du serveur. Donc la méthode que j'ai pu voir qui a l'air de fonctionner, c'est celle qui est utilisée. Dans le try, il faut mettre un if else. Donc là, comme j'ai dit, en l'état actuel de mes connaissances, c'est ce que j'ai pu voir. Et là, je mets un else. Donc là, je mets les accolades. Voilà. Donc dans le if, il faut y mettre un paramètre. Et justement, au niveau de savoir si la réponse qui vient du serveur est correcte ou pas, en tout cas, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que la réponse, c'est quelque chose de particulier en JavaScript. Donc au niveau du MDN, on le voit ici, référence web API, response, l'interface response de l'API de fetch. Donc fetch, qui fournit une interface pour la récupération de ressources à travers le réseau, paraîtra familière à tout utilisateur de XML, HTTP ou request, mais cette nouvelle API propose néanmoins un ensemble de fonctionnalités plus souples et plus puissantes. On en avait parlé déjà dans d'autres vidéos. Donc vous pouvez créer un nouvel objet response en utilisant le constructeur response.response avec les parenthèses. Cependant, vous rencontrerez plus fréquemment l'objet response comme étant le résultat d'une opération de l'API, par exemple un service worker ou un simple global fetch. Donc ça, c'est une terminologie que j'ai pas encore étudiée là, le service worker et ça là. Mais bon, en gros, l'idée c'est quoi? C'est que donc on a le constructeur response, créer un nouvel objet response, donc nous ça on va pas l'utiliser. Et ce qu'on va utiliser, ce que je vais utiliser, c'est la propriété. Par exemple, si on fait response.headers, donc c'est en lecture seule, contient les objets headers associés à la réponse. Moi je vais utiliser le response.ok, contient un booléen statuant s'il s'agit d'une réponse indiquant un succès ou non. On a aussi ce qui est intéressant là, le response status contient le statut code de la réponse, par exemple 200 cas de réussite. Donc il y a d'autres choses, on le voit, il y a plein de propriétés là, il y a plein de propriétés suivant ce que l'on veut faire, et après il y a aussi les méthodes. Par exemple, créer un clone de l'objet response. Donc les méthodes, il y en a quelques-unes. Après là, on a un exemple et les spécifications. Ok. Donc là, moi, ce que je vais utiliser là, c'est, pour l'exemple, c'est le response.ok. Donc si response.ok, donc ça veut dire que si ça s'est bien passé, je répète que contient un booléen, donc justement on est dans un if, donc soit c'est true, soit c'est false. Donc si j'ai un true dans response.ok, mais ça veut dire que la réponse indiquant un succès HTTP entre 200 et 299, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Donc si la requête est true, alors je vais mettre un console log, donc altgr set espace, donc résultat de response.ok, donc ça je le marque entièrement parce que je commence à avoir pas mal de console log et puis je me rends compte que j'oublie vite. Donc j'écris response.ok, voilà. J'aurais pu le mettre dans une variable, mais bon ça sert à rien, c'est tout petit à écrire. Ok. Donc là, si je fais CTRL S, je reviens ici, je confirme ma commande. Là, j'ai résultat de response.ok. Et bien, j'ai un trou. Donc là, je vais créer une erreur. L'erreur, je vais la faire ici. Là, je vais enlever CTRL S. Voyons, je vais enlever le i de API. On va voir ce que ça fait. Confirmation de la commande. Là, il me dit contenu de réponse. No route matched. Donc là, il faut que je rajoute le else. Donc là, je vais faire un console log. Donc altgr touche 7 espace pour les backticks. Donc je vais faire réponse du serveur. Là je vais faire donc $, les accolades. Et là je vais utiliser response.status. Donc response.status, on va le voir, c'est quoi déjà? Donc contient le statut code de la réponse, par exemple 200 cas de réussite. Là je fais un CTRL S. Donc là en principe il y a une erreur, ça doit pas marcher. Confirmation de la commande. Et donc là j'ai réponse du serveur 400. Réponse du serveur 400, donc c'est bien ça. Et donc pour aussi prévenir l'utilisateur, on peut faire une alerte. Là je vais faire un copier-coller de tout ça, CTRL-C, CTRL-V, réponse du serveur. Donc là je vais dire, parce que l'utilisateur il ne va pas comprendre ça. Donc je vais écrire problème avec le serveur, voilà. Donc là je mets toujours, là je vais faire erreur. Et là donc le réponse status, ok. Donc là si je fais un CTRL-S, donc là je clique, confirmation de la commande, donc là bon j'ai toujours réponse du serveur erreur 400, donc c'est bad request, et là problème avec le serveur erreur 400. Donc est-ce que c'est utile de mettre ça? Je sais pas, donc on voit que si on met un if else dans le try, eh bien on a ce résultat là. D'ailleurs je vais le désactiver là, CTRL S, parce que là ici j'ai mon catch, là je fais confirmation de la commande, là on voit que le catch n'affiche pas son console log, ok.
parce que le try est passé, hein, je pense, hein. Parce que si je fais ça, là, j'enlève le point, je vais voir, CTRL S. Là, je fais confirmation de la commande, et là, il le voit direct, là. Il voit qu'au niveau du try, t'enlèves le point à point JSON, erreur qui vient du catch, référence erreur, réponse JSON n'est pas définie. D'accord. Donc même si tu te sers pas de la variable, il lit le code qui est à l'intérieur quand même, hein. Donc là, je remets le point, le try, dans le try, il n'y a pas d'erreur au niveau des instructions. Là, j'ai fait confirmation de la commande, bah ça marche, hein. Contenu de réponse, no route matched. Donc je suis obligé de mettre bien le if et le else dans le try pour avoir plus d'informations. Donc si je fais CTRL/, ok, CTRL-S, là je reviens sur la page web, confirmation de la commande, problème avec le serveur, erreur 400, ok, j'ai de l'information là. Donc là si je vais sur le réseau, bah, il me dit post, REST API, 400, bad request, ok, la réponse no route matched, donc il manque une route, ok, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, et puis requête 400, hein, bad request, c'est marqué, hein, indique que le serveur ne peut pas comprendre la requête en raison d'une syntaxe invalide. Donc ça c'est une erreur facile. Voilà, donc là je reviens ici, je vais corriger mon erreur. Donc l'erreur ici, je vais remettre le i de Web API, je dézoome un peu là, pour mieux y voir, ok. Donc tout ça c'est bon. Donc CTRL S, d'ailleurs là je vais mettre un point virgule, là je l'ai oublié. Je l'ai oublié mais on voit que le logiciel il le met automatiquement là. CTRL S, confirmation de la commande. Donc là on voit que j'ai du 200. Si je clique dessus, bon on a ça. Et si je clique là, bah, 200, hein, après il le dit. Hein. Le code statut de réponse HTTP 200 OK indique que la réussite d'une requête, une réponse 200 peut être mise en cache par défaut. La signification de la réussite dépend de la méthode de requête HTTP. Donc là je suis sur du post. Donc la ressource qui décrit le résultat d'une action est transmise dans le corps du message. La plupart du temps, le résultat d'une requête réussie avec la méthode put ou delete n'est pas 200, ok, mais 204, ok. Donc là, si je clique sur post, bon, ça après on va sur MDN, à la méthode HTTP post, envoie des données au serveur, le type du corps de la requête est indiqué par l'entête content type. Ok pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses aussi sur le post. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est revenir dans la console. Donc le résultat de la réponse, moi, ok, est true. Là, dans le console log, j'ai affiché la réponse. J'ai bien mon ID. Super. Alors voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode, qui sera JavaScript 110.